Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à notre troisième visioconférence portant sur un sujet de l'actualité qui est la COVID-19. La présentation nous a été faite par François Soubaï et elle portait sur la généralité des vaccins. On a vu de la genèse à la typologie et nous avons appris qu'il existe aujourd'hui trois types de vaccins. Je vais les citer brièvement. Les vaccins inactivés, les vaccins atténués et, et pour la troisième catégorie, les vaccins à vecteur viral ou les vaccins à ARN messager. Tout ça, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre page Internet que je vais vous citer à la fin de mon introduction. La deuxième présentation a porté sur les aspects juridiques de la vaccination et a été présentée par Edem Agbodjinou. Edem nous a présenté le cadre juridique sur les vaccins et a procédé à une étude comparative de la législation française, mais aussi européenne, par rapport aux droits régissant la santé au Togo. Alors, la question qu'Edem s'était posée était de savoir pourquoi doit-on se vacciner? C'est-à-dire quel est le bien fondé de la vaccination et à quel seuil pourra-t-on dire que la vaccination est efficace et à quoi elle devait respecter la réglementation par rapport à la hiérarchie des normes. Donc, tout cela, bien sûr, vous le retrouverez sur la page de notre groupe de réflexion ou sur le hashtag SoussouDD. Aujourd'hui, c'est le tour de notre frère Senamé Coco, de nous entretenir sur l'aspect marchand ou mercantiliste, comme on peut l'appeler, des vaccins. Ceci dit, je vais passer la parole à Senamé pour son exposé. Ok, bonsoir à tous. Ok, bonsoir à tous. Donc, j'avais la responsabilité, moi, de préparer un peu le sujet des aspects marchands pour les vaccins. Donc, je vais partager avec vous les quelques éléments que j'ai pu collecter, de sorte à pouvoir lancer une discussion sur cet aspect-là en particulier. Alors, les besoins en termes de vaccination pour l'Afrique, en sachant que l'objectif, c'est d'atteindre l'immunisation de 60% de la population, sont donc, ou les besoins, si vous voulez, sont donc d'à peu près 1,5 milliard de vaccins pour un coût total entre 6 et 8 milliards d'euros. Ceci dans des conditions où on sait que l'Afrique, généralement, importe jusqu'à 99% de ses vaccins. Alors, comme point de départ, je voulais partir d'une phrase que j'avais retenue dans la présentation de Edem la dernière fois sur les aspects juridiques, où parlant du programme COVAX, on disait que c'était donc un programme gratuit. Et moi, ça m'a tout de suite rappelé cette phrase célèbre dans le monde de la tech, que j'utilise souvent quand je fais mes initiations au business model dans le monde de la tech. Une phrase donc qui dit que quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et ça parle de modèle économique très, très, très particulier et très subtil où on vous donne un service soi-disant non payant, mais qui vous aliène en quelque sorte à tout un ensemble de dispositifs un peu subtils qui permettent de capitaliser, notamment grâce à de la donnée que vous libérez par l'utilisation dite gratuite des plateformes. Et donc, la question que je me pose, c'est s'il n'y aurait pas le même genre de dispositif en place dans le cas de cette affaire de COVAX et de la vaccination, et plus généralement dans tout ce qui est humanitaire, beaucoup trop spontané, qui sera un rapport de l'Occident à l'Afrique. Donc là, vous avez la liste des principaux sponsors de l'OMS, l'OMS qui est donc à la barre de ce programme COVAX. Pas tout seul, on verra les autres intervenants après. Et donc, vous voyez que les États-Unis arrivent en premier parmi les financiers, mais ça, c'était en 2018, hein, sur le tableau ou
la représentation que j'ai là date de 2018. Entre-temps, il y a eu une nouvelle de cette sortie un peu fantasque de Donald Trump qui s'était retiré, pour beaucoup en tout cas, de la contribution américaine. Ce qui fait que même si là, déjà à l'époque, en 2018, vous notez que le deuxième sponsor tout de suite après les États-Unis, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont carrément les premiers suite à la révision de la contribution américaine. Et quand je dis premier, il faut noter aussi que vous voyez que là, par exemple, en 5e position arrive Gavi, dont on reparlera, l'Alliance Gavi. Et en fait, l'Alliance Gavi, c'est encore Bill Gates. C'est Bill Gates qui met beaucoup d'argent là-dedans. Vous devez avoir quelque part le Rotary. Alors, il n'y a peut-être pas dans… Si, juste en dessous de la National Philanthropic Trust, vous avez le Rotary International, c'est encore Bill Gates. Donc, c'est vraiment le principal sponsor de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur la soi-disant générosité de cette fondation. Je vous invite par exemple à découvrir celle-là de Lionel Astruc. Et que disent généralement ces contradicteurs ou ces gens qui essaient de regarder au plus près de ce qu'il y a derrière cette générosité? Ce qu'ils disent, c'est que en réalité, il y a une sorte de coup d'État perpétuel que cette fondation fait sur un certain nombre de décisions qui engagent l'humanité entière par sa mainmise notamment sur l'OMS. Il faut savoir que certaines des décisions que les États se sont réunis pour prendre et qui sont traitées par l'OMS sont contraignantes pour ces États. Et donc, qui pilote l'OMS, en réalité, a du pouvoir sur les différents États. Mais plus directement, c'est une stratégie bassement, comment dire, intéressé, sans même aller au contrôle politique, intéressé financièrement de cette fondation, puisqu'il s'agit, à travers l'aide à l'OMS, de verrouiller la culture, la politique de cette organisation sur un recours systématique à l'industrie pharmaceutique, dans lequel Bill Gates a beaucoup d'intérêt. Après, il y a aussi des soupçons de tentatives d'imposition de ce qui serait une sorte de vision du monde, notamment par rapport à la population mondiale, à la régulation de la population mondiale, grâce à cette sorte de mainmise que la Fondation a, encore une fois, sur cet organisme, l'OMS, qui n'est pas du tout, comment dire, qui est très puissante en réalité, comme je vous l'ai dit, qui en impose même aux États. Alors, pour montrer l'influence que la fondation Bill et Melinda Gates ont sur l'OMS, je vais juste… bon, ça, c'est le règlement sanitaire international. Et donc, vous voyez dans la citation que j'ai mis là que, effectivement, cette réglementation est contraignante pour un certain nombre d'États. Et comme cette réglementation est managée par l'OMS, ça veut dire que l'OMS est en quelque sorte une sorte d'officine qui peut en réalité influencer les États ou les contraindre, entre guillemets, évidemment, à aller dans telle ou telle direction. Et contrôler l'OMS, c'est contrôler de façon indirecte un certain nombre d'États. Donc, l'exemple que je voulais utiliser pour illustrer le poids de Bill Gates, c'est que la crise du coronavirus a officiellement été déclarée comme une pandémie, je crois, le 11 ou le 12 mars 2020, de façon un peu exceptionnelle, puisque jusque-là, on considérait que le seuil pandémique, c'était quand on atteignait, je crois, 150
150 morts ou 150 malades. Alors, je ne suis plus sûr. Je reverrai les notes pour vous dire la bonne définition. C'est 150 malades pour 100 000 habitants. Et on a eu une déclaration de situation pandémique alors qu'on n'en était qu'à 50. Alors 150 pour 100 000 habitants, alors qu'on n'en était qu'à 50 pour 100 000 habitants. Donc, il y a eu une sorte de révision du seuil pandémique et on soupçonne cette révision d'avoir été faite sur une sorte d'exigence ou une sorte de lobbying de la fondation Bill et Melinda Gates, qui 2 jours avant avait fait un gros, eux et d'autres, hein, il y a aussi la fondation Mastercard qui avait donné à cette occasion, avait fait un gros don pour Bill Gates de 50 millions d'euros à l'OMS. Donc, on soupçonne la fondation d'être allée jusqu'à obliger l'OMS à revoir son seuil de considération d'état pandémique pour faire basculer le monde plus rapidement dans cette situation de pandémie. On se demande pourquoi. J'ai moi-même 2 ou 3 trucs dans lesquels je mets de l'argent pour soutenir, mais je ne vais pas jusqu'à créer moi-même le problème, vous voyez, à faire prendre conscience aux gens qu'ils ont un problème pour pouvoir donner. Ça deviendrait un peu schizophrénique de forcer les gens à avoir conscience plus rapidement qu'ils ont un problème pour s'obliger soi-même à donner de l'argent ou payer pour que les gens prennent conscience qu'ils seraient dans une situation un peu délicate. Je vous donne aussi cette référence à regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, c'est Malaria Business. Et dans les toutes dernières parties de ce documentaire, il y a des déclarations très intéressantes d'un ancien directeur de l'OMS, Germán Velázquez, qui explique qu'en réalité, dans les 25 dernières années, la contribution un peu sous forme de financement public obligatoire pour les pays membres de l'OMS aurait fondu de 50% à 20%. Et c'est à cette faveur-là que des financiers privés comme la fondation Bill et Melinda Gates auraient émergé, auraient pris le contrôle. Ce qui a fait que fatalement, dans ces 25-20 dernières années, la culture de l'OMS a basculé vers une culture du soin vers une culture du traitement. C'est-à-dire qu'avant, l'OMS essayait d'éradiquer les maladies. Maintenant, on s'attaque juste à la manifestation des maladies. Il s'agit, à travers les médicaments, d'annuler la situation, de malade, visible de malade, mais on ne cherche pas en réalité à éradiquer la maladie, de sorte à vous aliéner à de la consommation perpétuelle de produits. Et donc, cette sorte de réduction ou de rétrécissement de la contribution publique n'a pas seulement, a aussi eu un effet très profond dans la façon de percevoir ce que c'est que le soin en réalité. Et c'est illustré très superbement dans ce documentaire par l'expérience puisque le documentaire parle surtout de l'artémisia. Donc, on a là une plante naturelle qui soigne tout à fait parfaitement le paludisme, mais qui est combattue depuis que un certain nombre de gens se sont mobilisés pour essayer de la mettre en avant par l'OMS et derrière, on imagine par Bill Gates, qui lui-même avait vendu un programme d'éradication du paludisme, un programme médicamenteux d'éradication du paludisme. Donc, il y a une confrontation entre le naturel, en guillemets,
qui peut adresser très simplement et sans coût énorme pour les populations, et un industriel qui, à coût de milliards, veut absolument pouvoir imposer en quelque sorte sa vision. Et il y avait eu dans ce documentaire un jeune chercheur, Jérôme Mouyangui, qui lui, parce que l'OMS avançait comme argument qu'on n'avait pas fait l'ensemble des tests nécessaires et requis par les procédures de précaution qui valideraient l'Artemisia, qui lui donc s'était mis avec quelques autres chercheurs en projet de faire ces tests-là. Donc ils ont fait les tests classiques, randomisés, double aveugle, pour montrer que non seulement l'Artemisia soignait le palu, mais contrairement aux médicaments classiques du marché, il ne faisait pas juste disparaître les symptômes, mais faisait complètement disparaître la charge virale. Et donc, refus de publication de cette recherche par tous les revues scientifiques. Il a été mis à la porte, il n'y avait plus aucun laboratoire qui voulait travailler avec lui. On est allé jusqu'à la tentative d'empoisonnement. Donc, j'avais invité Jérôme Mouyangui à intervenir, mais il ne souhaite pas trop s'exprimer malheureusement publiquement sur ces sujets en ce moment. Donc voilà, pour ce qui est du principal financier de l'OMS et comment dire, des soupçons ou des craintes légitimes qu'on pourrait avoir par rapport à ce poids exagérément important que ce bienfaiteur prend dans ce qui est la gestion comptable de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, venons-en maintenant à COVAX lui-même. Donc, sur le papier, le programme COVAX est un programme dont l'ambition est de rendre la vaccination la plus démocratisée possible dans le cadre de cette crise du coronavirus, et donc par un accès le plus large possible aux pays dits pauvres. Alors, j'ai essayé de voir si ça avait été une initiative des pays pauvres ou si c'est les pays pauvres qui avaient été plus à la manœuvre pour exiger qu'il y ait un programme dédié. Et en réalité, de ce que j'ai trouvé, c'est foncièrement un programme européen, enfin, c'est les Européens et la France surtout qui ont eu peur pour nous, comme ils avaient anticipé aussi des millions de morts de coronavirus en Afrique, et tout de suite avaient fléché un certain nombre de financements vers le sauvetage de l'Afrique. Cette fois-ci, c'est encore eux tout seuls, sans que les premiers concernés aient même eu à faire du lobbying, qui ont décidé de ce programme. Bon, le programme réunit, je crois, maintenant plus de 190 pays, mais c'est important de noter cette sorte de réflexe systématique de l'occidental à s'inquiéter pour les gens du Sud ou les gens de sa périphérie en général, et d'essayer de comprendre ce que ça peut cacher, y compris en termes comment dire, presque en psychologie, ce genre de réflexe. On dit généralement que le pauvre est nécessaire à l'exercice de la charité chrétienne. Donc, quitte à le créer, souvent, le riche a besoin d'avoir un pauvre pour que sa vie soit plus supportable et qu'il n'ait pas l'impression d'être une sorte de parasite préfet sur l'énergie des autres. Donc, le programme est piloté par plusieurs entités. Les deux principaux sont j'essaie de retrouver mes notes, sont Gavi. Donc, je crois que c'est un partenariat, une sorte de partenariat public-privé
auquel l'OMS sous-traite toutes ces questions vaccinales. Donc, c'est une alliance, c'est même appelé l'Alliance du vaccin, et la CEPI, qui est la Coalition pour des innovations en matière de préparation aux épidémies. Donc, COVAX a la mission de rendre disponibles les vaccins aux pays pauvres. Mais en réalité, en cherchant bien, ce que j'ai découvert, c'est que leur prérogative n'est pas seulement d'acheter du vaccin et de nous le donner. En fait, ils ont aussi comme cahier des charges d'appuyer ou de faire ce qu'on pourrait appeler de la capacitation. C'est-à-dire qu'une partie au moins de l'argent devrait aller à soutenir ou à financer la capacité des pays pauvres à développer eux-mêmes du vaccin. Mais jusqu'ici, COVAX n'est connu que pour son effort d'achat et de distribution de vaccins. Alors, je pense qu'il reste 2 minutes sur cette séance-ci. Mais continue jusqu'à ce que ça coupe. Mais je pense que ça ne va pas couper. OK. Alors voilà, bon, je vous laisserai la présentation parce qu'il y a plein de petites coupures d'articles assez intéressants. Vous lirez, dans le détail. Quoi qu'il en soit, les premières distributions ont commencé dès le début de l'année, un peu partout dans le monde. Il n'y a pas que des pays africains qui bénéficient de ce programme. Et l'objectif du programme, c'est de vacciner à peu près 60% de la population de chacun, 20%, pardon, de la population de chacun des pays identifiés. Encore une fois, il faut atteindre 60% de vaccination, c'est-à-dire que les pays devraient se débrouiller, entre guillemets, pour vacciner les 40% autres nécessaires à atteindre un seuil d'immunité globale. Alors, les principaux donateurs sont l'Union européenne, les États-Unis qui ont promis, mais en tout cas, pour les données que moi j'ai, n'ont pas encore donné, mais c'est surtout, encore une fois, la Fondation Bill et Melinda Gates. Alors, jusqu'ici, enfin, jusqu'à très récemment, le programme était verrouillé sur AstraZeneca et sur Pfizer. Le 3 mai, donc, COVAX a annoncé qu'il venait de signer un contrat avec Moderna pour plus de 500 millions de doses, je crois. Moderna qui a bénéficié d'une sorte de procédure un peu express et exceptionnelle pour faire valider son vaccin très rapidement. À ce niveau. Donc, j'en étais à Moderna et j'aurais voulu qu'on s'arrête 2 petites minutes sur cette start-up, cette entreprise qui est une start-up américaine. Et je disais que Moderna avait bénéficié d'une sorte de procédure exceptionnelle pour autoriser très rapidement son vaccin. Un peu une sorte de défiance à toutes les procédures dites de précaution. Les mêmes procédures hein, qu'on a avancées contre l'Artemisia pour dire qu'il n'avait pas passé les tests alors que l'équipe du professeur Jérôme Mouangui avait fait tous les tests légaux et indiqués. Et dans ce cas-là, s'agissant d'une maladie bien plus létale, le même processus, les mêmes précautions ont été mitigées dans le cadre de la crise du coronavirus pour permettre plus rapidement aux vaccins. Il n'y a pas que Moderna, hein, il y a beaucoup des vaccins n'ont pas fourni le minimum de garantie en réalité. Et on ne sait même pas ce qu'on est en train de s'injecter en ce moment. Et ça confirme hein, que la politique de l'OMS n'est plus du tout, en tout cas l'OMS sous le contrôle du marché, n'est plus du tout pour le traitement des maladies, mais pour nous verrouiller les populations sur des habitudes un peu stéréotypées, de soins rentables pour le monde industriel et les grands business de l'Ouest. Alors, Moderna, juste quelques indications.
sur Moderna pour dire que Moderna, s'il est arrivé le dernier dans la course, c'est parce qu'il propose une technologie un peu originale dont François avait parlé lors de la première présentation, puisqu'il s'agit de l'ARN messager. Pour faire simple, hein, on peut considérer que c'est de l'OGM, hein, en sachant que l'OGM est interdit à de la consommation humaine en Europe. Mais là, on a fait sauter un certain nombre de verrous dans les précautions pour permettre rapidement qu'on puisse se l'injecter dans le corps. Et cela en bénéficiant d'une situation de crise sanitaire, une situation d'exceptionnalité et donc de la sidération en quelque sorte des structures vigilantes d'habitude sur ces questions d'OGM. Structures parmi lesquelles, ou à l'avant-garde desquelles, il y a beaucoup de la société civile africaine. Les Africains avaient été en quelque sorte au premier rang de cette levée de bouclier contre les organismes génétiquement modifiés. Donc, Moderna, juste pour donner quelques chiffres, a reçu il y a quelques années 24 millions de dollars de la DARPA, qui est l'agence américaine qui s'occupe normalement des questions de défense, pour dire que c'est aussi une start-up qui collabore, en tout cas officiellement, à de la défense contre les armes bactériologiques. Quand on dit défense, on peut aussi imaginer qu'ils savent en produire. Ils ont collaboré à au moins 2 fois avec AstraZeneca, dont une collaboration pour une coopération exclusive, c'est-à-dire qu'AstraZeneca voulait que les recherches de Moderna ne nous bénéficient qu'à lui. Et cette première collaboration avait fait l'objet d'un financement de 240 millions de dollars, ce qui, semble-t-il, est le chiffre le plus élevé qu'on ait jamais atteint dans une collaboration pour une industrie dite pharmaceutique. Pour dire aussi que, en réalité, en vrai, tous ces business ne sont pas en concurrence, puisqu'ils travaillent tout à fait ensemble. Moderna collabore avec AstraZeneca, etc., etc. Mais le plus gros financement que Moderna ait reçu, c'est de la BARDA, qui est différent de la DARPA. La BARDA, c'est donc une instance on peut dire, du ministère de la Santé aux États-Unis, donc qui leur a fait offert une bourse de 483 millions de dollars pour donc en appui à leur effort pour trouver un vaccin contre le coronavirus. Donc, pour être tout à fait juste, je dois rappeler que Pfizer, par exemple, aussi a reçu jusqu'à 350 millions d'euros, cette fois-ci de la Banque publique d'investissement européen, pour développer lui aussi un vaccin. Donc, tous ces business, en réalité, sont soutenus dans le cadre de cette crise en particulier, mais généralement soutenus d'habitude, mais soutenus de façon exceptionnelle pour produire des vaccins. Alors, le soutien est de 3 types. De l'argent public en masse, c'est-à-dire que vous, Français, par exemple, avez contribué au développement des vaccins qui sont en train de circuler en ce moment. Ils ont un soutien aussi par l'exceptionnalité cette façon exceptionnelle de mitiger les dispositifs habituels de validation pour des systèmes de validation beaucoup plus souples. On les laisse, en réalité, on les finance énormément, mais on n'exige pas d'eux-mêmes qu'ils fournissent les données sur leurs tests, etc. On ne sait pas. Il y a une espèce de flou qui est dénoncé par beaucoup d'organismes. Et il y a aussi une aide logistique et en infrastructure et même organisationnelle qui n'est pas du tout négligeable. Alors, je dis tout ça pour en arriver ou pour commencer à parler de la question des brevets, c'est-à-dire que les brevets sont souvent défendus pour pour le risque que les business auraient pris, les industries auraient pris
en faisant de la recherche. Et donc, le brevet est une compensation. Mais dans ce cas-ci, vous voyez bien qu'il n'y a eu aucun risque pour ces business. Les risques, c'est plutôt le contribuable qui l'a pris, puisque son argent est allé vers des entreprises dont on n'était même pas sûr qu'ils trouveraient un vaccin. Et dans ce cas-là, le brevet ne se justifie pas du tout. Et chaque fois qu'on achète un vaccin dans ces conditions-ci, c'est qu'on l'achète 2 fois, puisqu'on l'a financé une fois et on le paye encore une deuxième fois. Donc, il y a là un scandale du brevet général hein, de tout temps, mais encore plus cristallisé avec la crise du coronavirus. L'archétype du scandale du brevet, c'est celui de l'insuline, puisque, pour rappel, les découvreurs de l'insuline avaient vendu le brevet pour 1 € symbolique, en se disant qu'une telle découverte ne pouvait pas faire l'objet de commerce et qu'il devait être produit et distribué le plus largement possible. Et on sait que Sanofi, qui a acquis le brevet pour pas cher, donc, le vend aujourd'hui, l'insuline, à un coût qui est inaccessible pour la majorité des gens. Même aux États-Unis, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'arrivent pas à s'acheter de l'insuline. Voilà, j'avance, pas trop traîner. Bon, après, il y a d'autres scandales en restant toujours sur Moderna. Hein. J'ai parlé un peu de tout ce qui touche à la génétique, et toutes les craintes légitimes qu'on pourrait avoir sur de telles technologies qui n'ont pas encore été éprouvées et qui pourraient créer des interactions avec l'ADN humain. Et le risque surtout, c'est que les maladies s'adaptant, chaque fois qu'on injecte un vaccin de la sorte dans le corps humain, la maladie crée un nouveau variant automatique et que le vaccin devienne plutôt une usine à production de variants. Et aussi des soupçons de délit d'initié, puisque une fois que ces startups ont reçu autant d'argent, Moderna en particulier, beaucoup ont quitté le navire en vendant leur part, alors que c'était de l'argent, c'était un effort pour le combat et c'était le moment où on s'attendait à ce que les gens restent et aident les business à se développer. Alors, j'ai quelques citations du patron de Moderna qui remercie l'OMS pour l'accord dont je vous ai parlé, l'accord du 3 mai dernier, où il rentre officiellement dans le scope des entreprises auxquelles l'OMS achète les vaccins dans le cadre du programme COVAX. Et il rappelle qu'ils avaient déjà reçu un financement d'ailleurs de la CEPI, donc un des programmes qui pilote le COVAX, pour l'aide à la recherche et développement. Donc, c'est complètement incroyable qu'on ait financé un produit et qu'on l'achète ensuite. Alors, donc, ces business-là et l'industrie du numérique, deux des secteurs qui ont connu un boom extraordinaire en 2020 avec cette crise. Bon, pour en venir un peu petit à petit au continent, je rappelle qu'il y a au moins 2 initiatives de développement de vaccins locaux, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria, c'est intéressant parce qu'il y a des chiffres. Donc, Abuja a débloqué 25 millions de dollars pour mettre en place un vaccin. Donc, on se dit que grosso modo, c'est ce que ça coûte de faire un vaccin, 25 millions de dollars. Vous pourrez chercher après combien… bon, on va y arriver. Ça, c'est quelques citations de gens qui expliquent très clairement que, en fait, si on veut atteindre une couverture vaccinale universelle, la vraie stratégie, c'est de lever les brevets et de démocratiser la capacité ou le droit à produire du vaccin. Toute autre initiative où il s'agirait d'acheter, de distribuer, n'est pas en réalité efficace. Et on avait l'arme idéale par le financement pour forcer ces big
ces big business à ouvrir les brevets. Et c'est au moment donc, où on leur apportait ce coup de pouce extraordinaire qu'on aurait dû exiger d'eux qu'il y ait des dispositions pour que leur découverte soit, surtout dans le cadre d'une crise qui est universelle, hein, qui touche tout le monde, soit la plus démocratisée possible. Donc, les entreprises se cachent derrière un accord qui est l'ADPIC, qui est l'accord autour des brevets pharmaceutiques. Et si je retrouve mes notes, je vais vous dire ce que préconise cet accord. Dans tous les cas, l'accord verrouille le brevet sur 20 ans, donne un monopole de production au business qui brevette et autorise le détenteur du brevet à fixer le prix qu'il veut pour son innovation. Donc, encore une fois, la réponse intelligente semble être de lever tout simplement les brevets parce que ça permet de faire circuler les technologies et de distribuer la capacité de réponse en réalité. Certains ont mené ce combat de façon très précoce, j'y reviendrai. Les Africains en particulier ont été les premiers à demander, et ça m'a étonné. Mais quand je dis les Africains, ce n'est pas tout le monde. Hein. Mais ce combat a été mené très tôt et récemment, donc, le tout dernier président américain a fait savoir qu'il n'y était pas opposé. Dans la foulée, le président français a dit qu'il n'y était pas opposé non plus, alors que je sais très bien que, par exemple, les Insoumis essaient de pousser ça depuis un moment en France et que le gouvernement restait un peu sourd à cela. Mais en réalité, donc, les avant-gardistes, c'est plutôt l'Afrique du Sud et l'Inde qui, dès novembre 2020, ont produit une note pour demander une dérogation dans le cadre de cette crise-ci sur les questions de brevets. Et l'OMS, très officiellement, a salué cette initiative et a dit qu'ils l'accompagneraient et qu'ils étaient eux aussi, enfin la position de l'OMS est donc paradoxale, ils sont pour la levée des brevets, mais le principal dispositif qu'ils ont mis en place est plutôt pour acheter des médicaments et les distribuer. Alors que ce mécanisme, encore une fois, prévoit aussi de la capacitation, mais il n'y a rien qui a été fait jusqu'ici pour, par exemple, appuyer le Nigeria qui veut développer son propre vaccin. Et en réalité, il y a un dispositif dont je vais essayer de retrouver le nom. C'est pas ADPIC? Alors, l'ADPIC, c'est l'accord sur les brevets. Il y a un dispositif qui permet à un État de considérer qu'il est en droit de casser un brevet. Et donc, les pays africains pourraient tout à fait décider de casser n'importe lequel de ces brevets et de se mettre à produire, au lieu de rentrer encore dans de la recherche et développement pour développer un nouveau vaccin. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Pour faire très simple, par peur. Hein, n'importe quel chef d'État qui se lancerait dans cette démarche de casser un brevet en s'attaquant à Moderna ou à Pfizer risquerait de sauter dans les mois qui suivent. Et en réalité, les brevets, le casser, c'est pas tout. Il faut encore avoir la technologie. Si tu casses le brevet, tu dis que le brevet n'a pas cours, mais que tu ne connais pas la technologie, tu peux pas produire. Donc, il faudrait que les entreprises jouent le jeu et une fois qu'un pays a décidé qu'il cassait le brevet, que l'entreprise puisse lui mettre la techno à disposition très généreusement, ce qui ne risque évidemment pas d'arriver. Donc, il y a un combat en ce moment à l'OMC autour de ces questions de brevets. Donc, les pays dits pauvres menés par l'Inde et l'Afrique du Sud essaient de pousser leur point de vue et les pays riches, la France en particulier, refuse ou porte des réserves sur la question des brevets. Alors, on va lire quelques-uns des arguments des pays riches, notamment la Suisse qui est un peu à l'avant-garde du non. Alors, ils disent qu'en réalité, les choses se sont passées très bien dans une circonstance, une circonstance où c'est le marché, les lois du marché qui fonctionnent.
on a réussi très rapidement à développer des vaccins et on est plus ou moins en train de les rendre disponibles à tout le monde. Alors, pourquoi changer un système qui fonctionne assez bien pour un autre dont on n'est pas sûr qu'il va être tout aussi efficace? S'il n'y a plus de brevets, est-ce qu'en réalité, ça ne va pas entraîner un chaos? Voilà, ça c'est le premier argument, très discutable. Le deuxième argument, c'est que ils disent que le brevet, c'est un peu l'incitation pour que la recherche et le développement se fassent. Et que s'il n'y a plus de brevet à la clé et l'idée qu'on va gagner de l'argent, les business pourraient être un peu plus, comment dire, un peu plus réticents à faire l'effort qu'il faut pour trouver des solutions aux crises. Donc, il y a un certain nombre d'arguments comme ça, un peu brumeux de mon point de vue, mais qui sont la défense officielle des pays riches qui, évidemment, parlent au nom de leur business. Donc, la Suisse est pour que, en temps de crise, on ne fasse pas trop de changements et que le temps de crise est plutôt le moment de la stabilité où c'est pas le bon moment pour bousculer les règles en réalité. C'est bizarre puisqu'on a bousculé un certain nombre de règles justement pour que les business puissent se faire. Donc, j'avance vite pour conclure parce que je pense que j'ai beaucoup débordé. Donc, il y a un certain nombre de questions qui se posent. C'est-à-dire que même si on ouvre les brevets maintenant, en réalité, les pays africains n'ont pas tous la capacité de produire. Il n'y a que quelques pays qui peuvent produire, qui produisent d'ailleurs en ce moment, mais parce qu'on est dans un système de la loi de l'offre et de la demande, qui produisent pas pour le continent. C'est-à-dire que l'Afrique du Sud, par exemple, produit beaucoup de vaccins, mais il est acheté systématiquement. Enfin, les commandes en production sont du Nord, donc tout part au Nord. Donc, on n'a pas la capacité de produire. Dans un système concurrentiel, il y a des difficultés pour que même si on produise, ça aille à nos populations, etc., etc. Venons-en au Togo pour conclure. Donc, le Togo a adhéré au COVAX, était même un des premiers pays après le Ghana et la Côte d'Ivoire, je crois, à recevoir des doses. Le Togo a voté, c'est une source à vérifier, l'alternative, 11,5 milliards de francs CFA. C'est ça, oui, 11,5 milliards de francs CFA. Comme réponse à la crise, comme pour sa stratégie vaccinale. Donc, il ne s'agit pas là-dedans seulement d'acheter du vaccin, mais j'imagine que tous les points, les salaires, toute la logistique aussi est prise en compte. Et c'est un budget global. Mais moi, déjà, ça m'interpelle. Le Nigeria a, je crois, 25 millions d'euros pour développer un vaccin, c'est-à-dire à peu près 13 milliards. Donc, si développer un vaccin coûte 13 milliards et que le Togo à lui seul vote 11 milliards 5 pour répondre, adresser la question de la vaccination, on se dit très aisément que plusieurs pays africains se seraient mis ensemble. On aurait développé un vaccin très facilement, même s'il n'y a que dans le budget togolais 5 milliards qui vont à de l'achat. Il aurait mis ces 5 milliards, le Bénin aurait mis 5 milliards, le Ghana, on aurait développé un vaccin depuis longtemps. Donc, paradoxalement, les Africains eux-mêmes ont l'air de très certainement drivés par la logique de l'OMS, d'avoir arrêté une stratégie d'achat plutôt qu'une stratégie de souveraineté, une stratégie un peu radicale d'émancipation. Donc, le Togo a commencé à avoir des livraisons, la première livraison de 156 000 doses, ensuite 45 000 doses. Je n'arrive pas à voir le reste, mais vous voyez certainement. Et au moins 4 livraisons, dont 3 sont donc, semble-t-il, dans le cadre du programme COVAX, et une livraison chinoise qui, elle, donc, doit avoir été un achat. Donc, pour l'instant, le Togo n'a pas acheté énormément. Et même avec les Chinois, on verra après, il y a une sorte de géopolitique qui se met en place du vaccin. Il y a beaucoup qui est donné par de la Chine et la Russie pour s'installer tout simplement. Donc, la deuxième phase de vaccination a commencé cette semaine-ci au Togo. Voilà où donc nous on en est.
Il faut savoir que l'Union européenne, l'Union africaine, pardon, aussi achète. L'Union africaine veut vacciner lui aussi 20% de la population de chaque pays, ce qui fait que COVAX plus Union africaine permettrait de vacciner 40%. Il resterait que 20% des vaccins à acheter par les pays concernés. Et l'Union africaine achète donc, lui aussi, donc pour oui, c'est ça, le tiers, puisque c'est 20% sur 60%, de près de 8 milliards de dollars, comme on a vu, qui sont nécessaires à ce combat. Et cela me permet de conclure très, très, très simplement pour dire qu'en réalité, encore une fois, hein, c'est souvent le cas en Afrique, le problème que nous avons, c'est un problème, c'est le problème du panafricanisme. C'est-à-dire que si l'Union africaine décide de se donner les moyens de trouver le tiers de 8 milliards de dollars pour acheter du vaccin, alors qu'on sait qu'il en faut 13 milliards de francs CFA pour en créer un, c'est parce que les Africains ne se mettent pas ensemble pour réfléchir. On se mettrait ensemble, on discuterait, on établirait des lieux de production, on déciderait des lieux de la recherche et développement. On aurait tout à fait, et surtout vu le niveau, le truc à l'étal sur le continent et cette sorte de sérénité que nous on a par rapport à l'Occident pour vraiment poser les choses calmement et fournir une réponse la plus adaptée possible, on aurait pu développer notre propre vaccin. Ça aurait été l'occasion de faire un bond technologique, d'améliorer la collaboration entre nos pays, ou du moins, au moins, on aurait pu forcer COVAX à actionner aussi cet autre levier qui est celui de la capacitation plutôt que systématiquement d'acheter et nous fournir. Voilà. Alors, je n'ai pas pu tout aborder parce que je me suis rendu compte que ça devenait un peu long, mais s'il y a des questions, je pourrais apporter des précisions. Je vous remercie.